Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 3 juillet 2026 pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On va revenir sur la règle du 1 pour 1 qui a été officialisée par le Barça mais également par la Liga. On va revenir aussi sur les matchs de Coupe du Monde avec la qualification de la sélection espagnole qui avance. On va aussi revenir sur les dernières infos sur Julián Álvarez avec des articles sortis par Fernando Polo, Ferran Correas et tous les journalistes assez fiables du côté du Barça. Donc on va voir un point assez intéressant sur le sujet. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit like, à vous abonner, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à booster la vidéo si vous le voulez pour soutenir le travail effectué. N'hésitez pas non plus à me follow tout simplement sur YouTube, Twitter, Instagram, mais également sur Twitch et Discord. Hein, tous les détails sont en description de vidéo, donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Donc l'été sera long, donc n'hésitez pas. On y va, on débute. Déjà, je vous l'ai dit, la règle du 1 pour 1 qui a été officialisée hier, Javier Tebas, lors d'une session questions-réponses avec des journalistes, a confirmé que le Barça était de retour à la règle du 1 pour 1. Ça a été ensuite officialisé par les agences de presse espagnoles, EFE, Mundo Deportivo, qui a aussi confirmé, Sport, bref, tous les médias ont ensuite confirmé, suite aux propos tout simplement de Javier Tebas. Il a expliqué notamment que le Barça était effectivement de retour à la règle du 1 pour 1 grâce à son travail effectué, grâce notamment, on va dire, à la baisse de la masse salariale, mais également à l'augmentation des revenus, ce qui évidemment est dû aussi par le retour au stade, forcément, avec un stade beaucoup plus rémunérateur, une limite salariale plus élevée, une masse salariale qui a diminué cet été pour l'instant avec le départ de Robert Lewandowski, Ansu Fati et d'autres joueurs, donc forcément on s'y attendait, le retour au 1 pour 1. Alors déjà cette règle c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? Cela signifie que pour chaque euro économisé, tu peux dépenser 1 euro. Donc ça c'est simple, c'est facile. Avant c'était pas le cas. Avant le Barça c'était pour chaque euro économisé, tu pourrais en dépenser que 20 centimes. Donc tu étais beaucoup moins dans la facilité pour inscrire les joueurs, rappelez-vous. Alors ça ne veut pas dire que l'été prochain, on ne sera pas dans une nouvelle problématique. Il faut savoir que cette règle, pour tous les clubs espagnols, tous les ans, elle est remise à zéro. Donc ça veut dire que l'année prochaine, si le club n'obtient pas son budget, on va dire économique suffisamment bon, eh bien, on sera de retour peut-être pas à la règle du jeu 1 pour 1. Surtout à cause du retour au stade de Montjuïc pendant quelques mois la saison prochaine. Mais cette saison, on est de retour. Donc ça nous permet d'avoir un mercato assez intéressant. Rappelez-vous, je vous disais que le Barça avait comme objectif de faire un mercato assez intéressant pour tout simplement l'année prochaine ne pas avoir à faire énormément de choses et surtout faire des petites retouches en termes de recrues. Donc ça c'est important de le préciser, mais il fallait le redire parce que certains doutaient de ce retour à la règle du 1 pour 1, ça a été officialisé. D'ailleurs, Tebas s'est exprimé sur le dossier Negreira avec le fameux dossier effectué par le Real Madrid à la FIFA et à l'UEFA. Tebas, il a dit nous, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu d'achat d'arbitre. Ce qu'on peut dire, c'est que ce dossier, je ne l'ai pas vu. Il faudrait voir déjà si ils ont mis tous les éléments ou seulement ceux qui les intéressent. Bref, un Tebas qui, on le voit, a une posture beaucoup plus consensuelle. Il n'est pas contre le Barça, on le sait. C'est le président de la Liga, il essaye quand même de garder ses actifs. Hein. Si tu perds le Barça, forcément la Liga aura moins de pouvoir et il l'a très bien compris. Pour autant, il n'y a aucune preuve pour l'instant que le Barça ait payé les arbitres, on en a expliqué maintes et maintes reprises. Je vous renvoie à taper Negreira affaire Actualité Barça. Je vous ai fait une vidéo de 30 minutes pour vous expliquer ce qui va se passer lors des prochains mois dans cette affaire et donc les suites possibles en termes judiciaires. Donc ça, c'était important de revenir dessus puisque le président de la Liga s'est exprimé sur le sujet et c'est quand même un sujet assez important parce que on en parle encore aujourd'hui, c'est dire. Hein. Encore aujourd'hui, le Real Madrid utilise cette affaire pour, par moment, cacher leur flop en termes de sportif, en termes de résultats. Donc ça, c'est important de le préciser. Ensuite, article de Fernando Polo. D'ailleurs, on l'a vu, tous les journalistes fiables du côté du Barça ont sorti quasiment le même article. Ce qui veut dire, c'est que le club a communiqué auprès de ces journalistes une information officieuse qui peut devenir officielle. Donc ça, c'est important de le dire. Alors dans l'article, c'est écrit, le titre, c'est El fin del Mundial, punto de inflexión. Donc c'est la fin de la Coupe du Monde sera un point assez important d'inflexion dans le dossier Julián Álvarez. Il explique dans cet article que forcément, il revient sur les propos de Laporta en conf de presse, quand il avait dit oui, on a fait une offre de 100 millions d'euros pour Julián Álvarez, c'est une offre qui a été faite par Deco.
offre qui a été refusée. J'ai eu Real Marine au téléphone. Rappelez-vous, je vous ai sorti des vidéos où je vous expliquais que cette réunion allait avoir lieu entre Laporta et Real Marine. Donc, il a confirmé la tenue de cette réunion. Il a essayé, on va dire, de relativiser les tweets effectués par l'Atlético de Madrid. Donc, ça, c'est important. Mais bon, ça, on le sait. Ce qu'il explique dans l'article, c'est que l'Atlético, comme vous le savez, à la fin du mondial, il y a une réunion prévue avec Julián Alvarez. Parce que maintenant, c'est focus Coupe du Monde. D'ailleurs, Cholo Simeone, dans la nuit, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il s'est exprimé sur le sujet en disant que Julián Alvarez, c'était le meilleur joueur de l'Atlético, mais que, encore une fois, il devait se focus pour l'instant sur la Coupe du Monde et que tout ce qui devait arriver allait arriver. Donc, à voir ce qu'il voulait dire par là. C'est un peu compliqué de savoir ce que Cholo voulait dire, mais en tout cas, il a parlé aux joueurs. Il l'a vu lorsqu'il est allé voir son fils, Giuliano Simeone. Ils ont parlé assez rapidement, il l'a confirmé à Sport Mediaset et à ESPN, je crois. Donc il a dit qu'en gros, Julián Alvarez était à 100% désormais, il n'avait plus de douleur à la cheville. Mais concernant son futur, il a dit ce qui devait arriver va se passer, on verra. Là, il se focus d'abord sur la Coupe du Monde. Donc c'est important, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit par rapport à la réunion avec l'Atlético. Là, c'est focus Coupe du Monde et ensuite on verra. Mais en attendant, le Barça, l'article de Fernando Polo le précise, ils disent « Ok, le Barça fait une offre, mais attention, l'offre, elle n'est pas illimitée. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment bien précis, Mundo Deportivo explique qu'à la fin de la Coupe du Monde, le Barça prendra une décision. Soit faire une offre, comme je vous l'ai dit, de 130 millions d'euros avec les bonus, soit tout simplement abandonner le dossier pour aller sur un autre joueur définitivement. Il faut savoir que c'est une situation complexe. Dans l'article, c'est aussi précisé que soit Julián Alvarez fait un geste de plus, alors qu'il en a déjà fait un gros en disant publiquement qu'il voulait partir, soit tout simplement le Barça devra changer de piste. Alors la situation, elle est complexe, parce que c'est une pression auprès du joueur là, qui est mise par le Barça. Parce qu'on met une deadline qui, pour l'instant, met plus en difficulté le joueur que l'Atlético, parce que l'Atlético, en soi, ils ont le contrôle du joueur. Même s'ils cherchent un numéro 9 en ce moment, ils peuvent se dire, bon, nous, on a le joueur chez nous, même s'il ne veut pas rester contractuellement, on a toujours un joueur avec une forte valeur. Eh bien, c'est plutôt le joueur qui a le problème, parce que c'est le joueur qui s'est exprimé publiquement, et les fans ne veulent plus en entendre parler. Donc c'est assez compliqué. Donc il y a un petit dilemme qui sera mis en place. Le Barça va dire, donc, on va faire peut-être une seconde offre à la fin de la Coupe du Monde, mais pour ça, lors de cette réunion entre l'Atlético et le joueur, il faudra vraiment que le joueur reste solide sur ses appuis en disant « je veux que le Barça ». Parce que cette réunion, elle est très très importante. Alors il y en a, ils vont me dire, mais ils ont déjà parlé. Oui, ils ont déjà parlé, mais encore une fois, l'Atlético veut convaincre le joueur. C'est important de le préciser. Dans le cas où ils n'arrivent pas à le convaincre, là, un nouveau scénario s'ouvre. Mais est-ce que le Barça sera encore là? C'est le sujet. En tout cas, publiquement, le Barça met une certaine pression dans le camp du joueur pour lui dire reste fort sur tes appuis. Et ça, c'est important. Et ça ne met pas une pression à l'Atlético, mais ça montre aussi à l'Atlético que le Barça ne sera pas tout le temps sur le dossier, sachant que je le rappelle, le joueur ne veut pas aller à Arsenal et en Angleterre, il ne veut pas aller au PSG, sachant que le PSG déjà avance sur son mercato avec d'autres pistes. Donc attention à Julián Alvarez, attention à ce qu'il ne se retrouve pas, on va dire, sans rien. Et il devra rester à l'Atlético. Personnellement, je vois ça très compliqué parce que le joueur ne veut pas en entendre parler. Il veut absolument partir. On lui a pas respecté les promesses effectuées. Donc c'est pas une relation qui est, on va dire, positive. Dans tous les cas, à mon avis, il y aura un départ. Maintenant, il faudra voir dans quel club et à quel prix. Aujourd'hui, on le sait, sa volonté, c'est le Barça. Il faudra donc rester fort sur ses appuis lors de cette fameuse réunion post-Coupe du Monde entre l'Atlético et le joueur. Et tout, à mon avis, se décidera à ce moment-là. Mais est-ce que le Barça sera là? Tout est la question. En tout cas, le Barça a raison de rester fort en disant notre offre, elle sera présente. Mais à un moment donné, si l'offre, à partir de la fin de la Coupe du Monde, eh bien, elle ne permet pas de recruter le joueur, eh bien, on va sur un autre joueur. De toute façon, je vous l'ai dit hier en vidéo, la priorité absolue de ce mercato, c'est un 9. Et le Barça le dit à tout le monde, on va recruter un 9. Maintenant, sur le marché des transferts, on va pas se mentir, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde en termes de top numéro 9. Là, tu regardes sur le marché, tu as Julián Alvarez, mais qui coûte cher. Tu as João Pedro que Chelsea ne veut pas vendre, et donc forcément c'est plus compliqué. Tu as aussi Victor Osimhen que le Galatasaray, on va dire, valorise à près de 120-130 millions d'euros et qui a un salaire assez énorme. Donc ça aussi c'est compliqué. C'est un profil de joueur aussi différent. Sinon, tu as des joueurs comme Kroupi Junior
qui coûte au moins 100 millions d'euros, alors qu'il a même pas une année complète en première ligue. Pour moi, c'est trop cher. Tu as qui d'autre? Tu as Oyarzabal, qui a une clause libératoire de 70 millions d'euros, qui casse la baraque avec la sélection espagnole, mais qui pour moi est plus un joueur aujourd'hui de qualité premium que d'un top player mondial. C'est-à-dire que pour le Barça, j'estime qu'il faut un 9 top premium, on va dire, top qualité, top 5 monde, top 10, allez, top 10 monde, même pas. Il faut un top 5 monde à ce poste-là. Et aujourd'hui, Oyarzabal, même si en sélection, il a toujours été performant, en club, bah, il joue à la Real Sociedad. Avec tout le respect, c'est pas, on va dire, la même exigence au quotidien. Donc c'est différent. Et on sait que le football de sélection, vous le voyez avec Mbappé au Real Madrid, et en sélection, c'est pas le même joueur. Même si c'est le même joueur en termes de qualité, il perd pas ses qualités en changeant d'équipe. Mais l'équipe est construite de manière différente, les exigences sont différentes, tes coéquipiers sont différents, donc ça aussi c'est important. Et j'estime que côté sélection espagnole, même si tu te rapproches d'un jeu très barcelonais, au final, c'est pas la même compétitivité, le football de sélection, le football de club. Pour moi, Oyarzabal, même si c'est un bon joueur, pour moi, c'est pas suffisamment top qualité pour être rassuré à ce poste de 9, sachant que nous, on est dans une situation où tu dois prendre un top 9 pour au moins 5 ans, pour être tranquille. Tu as aussi le nom de Harry Kane qui revient souvent, mais Harry Kane qui veut prolonger, a priori du côté du Bayern, qui va lui offrir un salaire encore très très élevé, donc c'est compliqué là aussi, même s'il lui reste un autre contrat. Donc on est dans une situation ultra ultra complexe à ce poste de 9. On l'a vu, hein, les joueurs du Barça sont exprimés en parlant de Julián Álvarez, en parlant de Oyarzabal, mais au final, même si on doit recruter un top 9, le marché n'est pas quand même plein de numéro 9. Malheureusement, l'année dernière, il y avait beaucoup plus de joueurs à ce poste-là dispo sur le marché. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Et on sait que pour remplacer Lewandowski, il te faut un joueur premium. Tu peux pas avoir un Ferran Torres, et on voit ses entrées avec la sélection espagnole, qui est beaucoup trop irrégulier. C'est un joueur de banc. C'est un joueur qui, par moment dans la saison, va te marquer des buts, mais pendant de longues semaines, ne va pas être bon. Et encore moins au poste de titulaire pour gagner une grosse compétition. Donc trop risqué. Donc il faut absolument ce 9 et le club signera un numéro 9 cet été. La question, c'est qui et à quel prix. Donc hâte de voir, on va dire, l'évolution du dossier Julián Álvarez. Du côté de la sélection espagnole, victoire hier assez facile contre l'Autriche. 3-0, Lamine Yamal MVP, même si pour moi, c'était pas le meilleur joueur du match. J'ai beaucoup apprécié le match de Pau Cubarsí encore, de Pedri, là aussi. Olmo a fait un bon match. Lamine, en première mi-temps, était très bon. En deuxième, un petit peu disparu. Pour moi, le MVP du match, c'était encore une fois Oyarzabal, ou à la rigueur, allez, j'ai beaucoup aimé Pedri, qui a été très très bon. Mais globalement, même Cucurella a été bon. Globalement, une sélection d'Espagne qui monte en puissance, qui va affronter donc le Portugal de João Cancelo, un Portugal qui, encore une fois, c'était très compliqué pour eux contre la Croatie, hein, c'était limite. Donc c'est une sélection qui avance, mais qui n'a pas beaucoup de certitude, et qui par moment, franchement, c'est du miracle. Heureusement qu'ils ont un très bon gardien, mais ça va être un huitième de finale de grande envergure entre le Portugal et l'Espagne, et de l'autre côté, bah forcément, la Suisse a éliminé l'Algérie, malheureusement pour les Algériens de la fanbase, et du coup, bah, il y a le match de Messi ce soir, hein, l'Argentine qui entre dans ses 16e de finale face au Cap-Vert, ça va être un bon match, ça aussi, il y a la Colombie, donc hâte de voir, on va dire, le tableau final de ces 8e de finale. Je vous le rappelle, pour l'instant, tu as beaucoup de Barcelonais qualifiés avec l'Espagne. Tu as Cancelo qui pour l'instant est bien avec le Portugal, même si Cancelo ne joue pas énormément de minutes, ça il faut le dire, parce qu'il lui est préféré par moment Dalot ou un autre joueur sur le côté droit. Mais pour l'instant, ça avance pour nos Catalans. Il y a Anthony Gordon aussi avec la sélection anglaise qui avance, Rashford, même si on l'a vu, l'Angleterre c'est compliqué, mais ils avancent toujours. Et donc on commence à avoir un bon petit truc. Hein. Et l'Espagne et la France évidemment avec Jules Koundé qui est l'ultime, pour moi la grosse favorite de cette compétition, qui va affronter le Paraguay, qui pourrait donc affronter de nouveau en cas de qualification du Maroc contre le Canada. Il faudra y aller en quart de finale. On pourrait avoir un France Maroc, hein, ça peut être assez intéressant. De l'autre côté, on pourrait avoir un Espagne ou Portugal qui pourrait s'affronter. Donc le gagnant affronterait, je crois, l'équipe de la Belgique ou des États-Unis. Donc là, on va arriver de façon dans les moments clés. Ça va être vachement intéressant à suivre. Dites-moi d'ailleurs dans l'espace commentaire vos favoris pour cette Coupe du Monde et votre éventuel huitième de finale. Enfin, qui va gagner lors des différents huitièmes de finale pour avoir ensuite votre braquette des quarts.
Bref, voilà pour la vidéo de la journée. On a fait largement le tour de l'actualité de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre opinion, à liker, booster la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous voulez également soutenir mon travail. N'hésitez pas à me follow sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, etc. Je vous souhaite une agréable fin de journée et nous on se retrouve demain. Ciao.